Nous allons faire à présent un saut. Grâce à la communication de M. Comminet, nous sommes déjà passés par le Vietnam et nous allons y rester avec, avec la communication de notre collègue et ami Philippe Papin, grand spécialiste des inscriptions vietnamiennes et du Tunum, donc ce qu'on appelait autrefois le démotique, je ne sais pas si on l'appelle toujours le démotique, et vietnamien, qui est l'un des cas les plus singuliers de ce monde synoglossique. Philippe, oui, évidemment, donc je ne le présente pas lui non plus. Vous savez qu'il a supervisé la monumentale édition des inscriptions vietnamiennes qui a été publiée sous les auspices de l'École française d'Extrême-Orient. Et de l'École pratique des hautes études. Et de l'École pratique des hautes études, c'est vrai. Et maintenant de PSL, mais on pourrait presque dire. Il est l'un des mieux placés, peut-être même le mieux placé en France pour nous parler de ce phénomène. Merci beaucoup, Jean-Noël. Bonjour à tous. Alors, vous voyez que sur cette première page qui annonce ma conférence, on commence par un texte donc en écriture vernaculaire ou démotique, donc en nome, j'y reviendrai, dans un contexte d'une histoire galante et lettrée. Vous voyez à l'arrière-plan en haut la ville de Hue, qui est représentée sur donc, cette histoire de Luc Van Tien, qui date de la mi-19e siècle, et dont il existe un manuscrit complet, dont voici une page. Juste après, voici, à l'autre bout du spectre social en quelque sorte, un exemple d'écriture vernaculaire issue d'une stèle villageoise, tardive, elle est de 1934, et qui est entièrement, si ce mot veut dire quelque chose dans le contexte, entièrement en caractère démotique. Donc voilà, en haut et en bas de la société, en quelque sorte, deux exemples d'usage du démotique. Vous voyez tout de suite dès la première colonne que ça ne se lit pas facilement, évidemment. Brève présentation donc, du Vietnam, qui se trouve, pour donner le contexte linguistique, à la croisée des civilisations s'exprimant au nord à l'aide de sinogrammes et au sud à l'aide du sanskrit et de ses extensions syllabaires d'Asie du Sud-Est. Les deux plus anciennes inscriptions du Vietnam, les voici, illustrent cet état de fait, cette espèce de partition linguistique. Vous avez à gauche la stèle dite de Vo Cang, qui a été rédigée en sanskrit au IVe siècle et qui est d'ailleurs constitue la plus ancienne trace assurée du bouddhisme en Asie du Sud-Est, donc à gauche, en sanskrit, et à droite, et c'est une stèle qui vient toujours du Vietnam, une stèle en chinois, la première, qui a été gravée en 618, donc l'une en sanskrit, l'autre en chinois. Ainsi donc, nous avons du côté du sud, donc du côté du Champa, le sanskrit et les écritures propres à une monarchie hindouisée, qui prolonge le Cambodge, Java et l'Inde, et surtout l'Inde du Sud, et puis au nord, là, du côté du royaume du Dai Viet, on trouve les caractères chinois qui reliaient le Vietnam à l'Extrême-Orient en général. Je m'intéresse évidemment au côté nord, donc au versant, disons, sinisé du Vietnam, et aujourd'hui plus particulièrement aux relations entre le chinois, qui au Vietnam était une langue étrangère, bien sûr, et l'écriture vernaculaire ou démotique, appelée nome, qui a permis de transcrire tout simplement le vietnamien parlé. Voici, pour attendre une seconde scène du manuscrit Luc Van Tien. Alors, premièrement, la position que représente le démotique ou le vernaculaire dans le système linguistique général du Vietnam. Premièrement, rappelons, on l'a dit tout à l'heure, que le Vietnam a vécu plus d'un millénaire sous domination ou sous administration directe de la Chine, de à peu près moins 200 à 870 en date ronde, et donc le Vietnam a adopté très tôt l'écriture en chinois. Celle-ci était utilisée par l'administration, bien sûr, c'était la seule, mais également, et c'est très important, par les moines et les congrégations bouddhiques. Et entre parenthèses, les caractères démotiques vont aussi passer par les congrégations bouddhiques. Ça a été un vecteur très important qui permettait de toucher évidemment l'ensemble du tissu rural. Ce chinois classique, utilisé au Vietnam, je dirais même d'ailleurs très classique dans le cas du Vietnam, où on était plus royaliste que le roi, comme c'est souvent le cas, ce chinois classique va dominer largement jusqu'au XXe siècle. Donc, disons, les années 1900 pour le sud du Vietnam et les années 1930 pour le nord du Vietnam. Donc, c'est quand même une très longue histoire qui fait que 90% de la documentation historique sur le Vietnam est en chinois, sans usage du vernaculaire, sans régionalisme. La chose est dite. 90% de la source est du chinois classique. Cependant, si les Vietnamiens écrivaient le chinois, ils parlaient bien sûr leur propre langue.
Celle-ci a commencé à s'écrire, à pouvoir s'écrire autour du XIIIe siècle, par le démotique justement, mais finalement, au début, assez rarement. Je viens de le dire pour les sources manuscrites, mais c'est également le cas, et c'est plus surprenant, pour les sources épigraphiques, donc pour ces stèles qui étaient érigées dans les villages et qui étaient connectées à la vie populaire villageoise. On aurait pu penser que le démotique se serait développé particulièrement tôt. Or, il n'en est rien. Bref, l'écriture du vietnamien parlé est à la fois rare et tardive. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais j'essaye de poser ici le cadre général. Il y a évidemment une raison structurelle à cet état de fait. C'est que le lexique du vietnamien parlé était déjà, pour une grande part, du chinois. C'est-à-dire que le millénaire de présence chinoise, puis la forte influence culturelle de la Chine au siècle suivant, ont puissamment modifié la langue autochtone, cette langue qu'on tente aujourd'hui de reconstituer sous le nom de proto-vietmong, mais qui est extrêmement théorique, mais qui était dissyllabique par exemple. Eh bien, cette langue, très très tôt, a disparu sous l'influence très forte du chinois. Des milliers de mots nouveaux ont été introduits au Vietnam, des milliers de mots anciens se sont modifiés. Et donc, en quelque sorte, c'est au moment où s'est installée la pratique de l'écrit que le vocabulaire vietnamien s'est rapproché considérablement du vocabulaire chinois. Ce qu'on écrivait dans une langue, le chinois, se disait à l'identique dans l'autre, le vietnamien. Et puis, plus l'écrit se diffusait, plus le lexique se sinisait, tant il est vrai que l'écrit modèle beaucoup plus l'oral que l'inverse. Aujourd'hui encore, dans la langue vietnamienne actuelle, on estime que 70% du lexique est d'origine chinoise directe. Bien sûr, il se prononce à la vietnamienne. Il n'empêche que l'origine, évidemment, chinoise. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que d'ailleurs c'est un chinois plutôt ancien et on le repère sur les consonnes initiales où on retrouve dans le vietnamien d'aujourd'hui les mots vietnamiens d'origine chinoise, une diction qui était celle de la Chine des Tang. À peu près, c'est assez intéressant du point de vue de l'usage du vietnamien comme conservatoire de la prononciation d'un chinois ancien. La plupart du temps, l'origine du chinois vietnamien se devine assez bien. Si je veux dire Université des sciences sociales et humaines, je dirais Dai Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn. Je pense que qui connaît le chinois, le chinois du Sud, comprendra de manière assez transparente. Mais la plupart du temps, cette origine ne se devine pas, tant les emprunts ont été vietnamisés, modifiés par la prononciation vietnamienne. On s'aperçoit même qu'il existe beaucoup de vocables, enfin je m'en aperçois en fait assez régulièrement, qu'il existe beaucoup de vocables qui à l'oreille sonnent très très vietnamiens, mais qui en réalité, quand on se penche un peu sur la chose, sont d'origine chinoise. Je m'en suis aperçu récemment avec un mot qui semble vraiment très vietnamien, qui se dit ke, qui veut dire raconter, narrer une histoire, et qui d'évidence est le caractère ke en chinois, en sino-vietnamien. La clé de la parole est le chiffre 10, qui est donc faire une liste, ordonner, présenter les choses succinctement, enfin successivement. Et donc il y a ce que je veux dire par là, c'est pas très original du point de vue linguistique ces emprunts. D'ailleurs, ils sont, après tout, qui devinerait que derrière la redingote française se cache un riding coat britannique, ou que derrière un farfelu français se cache un farfalla ou un papillon italien. Donc évidemment, c'est classique ce genre d'emprunt. Mais je le rappelle, pour expliquer que la distinction entre les deux sources, le Han et le Viet, le chinois et le Nome, n'est pas aussi simple qu'on peut le croire, et qu'entre les deux, il y a toute une frange de mots qui occupe une très grande place en réalité du vocabulaire. Cela dit, la proportion d'environ 30% du vocabulaire vietnamien par rapport à 70% d'emprunt du chinois me paraît être la proportion réelle. Alors ces caractères vernaculaires, on appelle ça en vietnamien le nôm. Nôm, c'est un doublon du mot nam qui veut dire le sud. L'idée donc, c'est que le nôm, c'est l'écriture de chez nous, du sud, étant entendu le sud de la Chine, évidemment, de même qu'on dit en vietnamien Toc Nam pour dire les médicaments du sud, c'est-à-dire les médicaments vietnamiens. Ici, sud veut dire vietnamien. Cette écriture apparaît vers le XIIIe siècle. Il y a quelques occurrences avant, mais qui ne sont pas très nettes. Apparaît vers le XIIIe siècle, donc, et comprend à son point, à son acmé, fin XIXe siècle, un stock de 8000 caractères. Alors évidemment, ces caractères démotiques vietnamiens sont nés surtout de la nécessité de pouvoir écrire des réalités n'ayant pas d'équivalent tout simplement dans la langue chinoise. C'est surtout les noms de plantes
qui sont évidemment des marqueurs locaux, des plantes qui n'existaient pas en Chine, et puis un cas très fréquent, et peut-être même à mon avis le plus fréquent, qui sont des noms de lieux, et plus précisément des noms de lieux-dits internes au village, donc des manières populaires d'appeler des lieux-dits dans les villages. En tout cas, ce sont des termes qui ne figuraient pas dans la nomenclature officielle, nomenclature administrative officielle, et qu'il fallait bien pouvoir écrire. Alors, voici un cas assez représentatif d'une stèle qui est datée de fin XVIIIe siècle, donc 1770. Je l'ai prise, j'allais dire par hasard, mais le hasard fait qu'on tombe sur à peu près la totalité des stèles, XVIIe, XVIIIe siècle et même XIXe, où vous voyez que les caractères nomes que j'ai entourés en rouge concernent essentiellement les noms de lieux, les noms de lieux-dits plutôt, internes au village, avec 5 occurrences. C'est encore assez minoritaire. C'est à peu près la proportion qu'on va trouver dans la plupart des quelques 35 ou 40 000 inscriptions du Vietnam. Tout ça pour remettre un peu les choses en place, vous comprenez, par rapport à la place qu'occupe le nome dans les textes vietnamiens. Voici maintenant un texte qui date de 1834, sur un estampage qui n'est pas très bon, je m'en excuse, mais c'est moi qui l'ai fait et ma technique n'est pas encore parfaite, vous le voyez. Mais vous voyez que sur cet estampage, on constate maintenant que il y a 25 occurrences de noms pour un texte qui est plus court que le précédent. Donc arrivé à la moitié du XIXe siècle, quand même, ce nome se répand, mais il faut dire que là, en fait, on cite beaucoup de noms de lieux dans lesquels se trouvaient des rizières. Donc comme c'est une énumération de parcelles rizicoles, c'est aussi une énumération de noms de lieux. Et donc tous ces noms de lieux sont en nome, comme vous le voyez ici. Je ferai un agrandissement tout à l'heure. En l'occurrence, c'est donc ici un nom personnel d'un monsieur qui s'appelait Tu, c'est tout à fait à droite, et puis une unité de mesure, et puis tout le reste, ce sont des lieux-dits. Donc dans tous les cas, on retrouve ici les manières les plus fréquentes de fabriquer du nome. Cette question de la création des caractères démotiques est une question extrêmement complexe qui pourrait mériter une journée de conférence, donc j'ai voulu simplement faire comprendre le système en présentant l'essentiel, c'est-à-dire les 2 grandes méthodes, les 2 grandes manières de fabriquer ce démotique. Et j'ai repris ici les cas que j'ai présentés, qui figuraient dans les stèles précédentes. Donc vous voyez, on peut aller assez vite, il y a 2 grands systèmes. Le système phonographique, où c'est un emprunt direct du son. Et là, je peux prendre qu'un seul exemple. Là, ici, c'est une création, mais ici, le mot cat, je le prononce évidemment à la sino-vietnamienne, parce qu'il faut que le jeu de mots fonctionne. Donc, en sino-vietnamien, on prononce cat, donc faste, heureux, de bon augure, et exactement un homophone de cat qui veut dire le sable. Donc, je veux écrire le sable en vietnamien, je prends le mot qui veut dire de bon augure. J'aurais pu prendre un autre d'ailleurs, pourvu que le son fût cat. C'est assez simple. Ici, c'était donc un homophone parfait, cat, qui veut dire cat en vietnamien. Ici, vous avez un quasi-homophone pour dire un sao, c'est-à-dire 360 mètres carrés de terrain, l'unité de mesure qui existe au Vietnam depuis au moins le XIVe siècle. On veut dire le mot vietnamien, je suis obligé de le prononcer, on veut dire sao. Mais on ne sait pas comment le dire, donc on prend le sino-vietnamien cao, et on estime que cao et sao veulent dire la même chose. Et voilà le caractère nome qui est créé par un emprunt direct d'un quasi-homophone. Deuxième système, ça c'est le système vraiment essentiel, à mon avis le plus important pour le nome, et donc le plus compliqué, car tout repose sur le son, et donc sur la prononciation, et donc sur la région où on prononce. Le deuxième système, sur lequel généralement on s'appesantit beaucoup, parce que d'abord c'est le plus drôle, c'est le système, donc disons phono, d'ailleurs pour nos amis anglophones, ce serait peut-être mieux de le mettre en anglais, pardon. Le système, donc on pourrait appeler phono-sémantique, qui donc est une création originale cette fois, d'un caractère qui n'existait pas en chinois, qui combine un élément pris pour le sens et un élément pris pour le son. On ne va pas tout détailler, mais prenons juste un exemple très simple. Si j'arrive à faire... Par exemple, Chang, le citronnier, vous voyez très bien qu'on a fait une combinaison du sens, l'arbre, avec une combinaison du son, Chang, qui veut dire se disputer, comme tout le monde le sait, mais qui ici, à l'oreille, rappelle Chang, qui veut dire le citron. Et donc, c'est donc un jeu de mots, et pour aider le lecteur, on met une clé, ou on met quelque chose d'ailleurs, qui rappelle le sens. Ça, d'ailleurs, c'est à peu près 20% d'une norme. Vous avez aussi un exemple qui est assez amusant, enfin amusant, je veux dire amusant pour moi en tout cas, ce qui n'est pas amusant forcément pour tout le monde. Par exemple, justement, les anguilles,
qui sont une drôle de façon aussi de le faire. Je dis ça parce que j'ai perdu un peu de temps à comprendre qu'il s'agissait d'anguilles. Et il faut vraiment fonctionner au sens. Et je savais, il faut savoir quel est le sens, où est le sens, où est le son. Déjà, il faut bien déterminer. Ayant la clé du reptile ou de l'insecte, déjà, on se doutait que c'était quelque chose qui devait filer dans l'eau ou dans l'air. Et après, il faut le prononcer. Et donc, je le prononce juste pour le son, ce petit... Et je me dis, ah oui, tchak, tchak, il faut chercher. Je me dis, tchak, qui n'a rien à voir avec le sens en chinois. Ici, c'est forcément une anguille qui se dit de la même manière. Simplement, imaginez qu'elle se dise autrement, l'anguille, dans une autre région du Vietnam, elle se dise chik ou chok ou chuk. Alors là, il faut prendre un autre caractère. Il y a autant de caractères noms qu'il y a de régions. Puisque la moitié est phonologique, et dans le cas ici, c'est même l'entièreté phonologique. Donc voilà le système général. Il y a plein de choses qui peuvent être un peu différentes, mais ce sont... il y a donc ces deux méthodes, le cas d'assemblage de deux éléments. Oui, non, j'ai oublié de dire, excusez-moi, qu'il y a aussi des cas plus compliqués, mais qui valent la peine d'en parler, ne serait-ce que je n'explique pas cette slide, je vous laisse deviner, parce qu'en fait, en réalité, quand on dit qu'il y a assemblage du sens et du son, très souvent, en fait, c'est le sens et la moitié du son. Ne serait-ce que pour raccourcir le caractère en taille. Et donc, c'est là où est le piège, parce qu'il nous manque une moitié, mais laquelle ? Et là, je vous donne un exemple particulier où, normalement, si on n'a pas bien cherché, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce qui, entre le tout phonétique, premier système, ou bien l'assemblage phonétique-sémantique, laquelle de ces deux méthodes a été la plus fréquente pour faire du nome. Alors, ça dépend des époques, mais la réponse est quand même assez claire. La plupart du temps, jusqu'au 19e, c'est le tout phonétique qui domine absolument le lexique du démotique, contrairement à ce qu'on croit en général. Par exemple, dans les 254 poèmes du XVe siècle qui sont regroupés dans un recueil poétique en langue nationale, en vietnamien, sino-vietnamien, un petit tape, dans ce recueil, donc, XVe siècle, en langue nationale, en démotique, eh bien, 90% des caractères sont des emprunts directs. 10% seulement sont des assemblages. Autre proportion, elle est de 81% dans les écrits du jésuite Geronimo Mallorca, qui est mort en 1656 et qui nous donne beaucoup de textes en démotique. Eh bien, dans les écrits de ce jésuite, 81% des caractères démotiques sont des emprunts directs, sans modification graphique des caractères. Alors, nous avons un texte que je voulais présenter aujourd'hui. Non, c'est ici, pardon. Voilà. Alors, ce texte s'appelle donc en sino-vietnamien le Chi Nam Ngoc Zai Nghĩa, donc mot à mot, le guide des définitions des sons précieux, ou en traduisant de manière un peu plus explicite, le dictionnaire des mots chinois rendu dans la belle prononciation du vietnamien. Il a été publié, il a été produit en 1641 et c'est le premier, finalement, dictionnaire de noms ou de démotique. En fait, c'est un dictionnaire de chinois, mais qui servait à apprendre le chinois en passant par les caractères démotiques. Ce qui a fait dire à Keith Taylor, qui a étudié ce dictionnaire, qu'il était finalement tout à fait typique de la crise qui a eu lieu au XVIIe siècle, après 120 ans de guerre, où il a fallu reformer une élite qui puisse réapprendre le chinois quasiment à zéro, et on leur a fourni ce lexique dans leur écriture de manière à réapprendre le chinois. Alors c'est le paradoxe, parce que ce texte, nous on s'en sert pour apprendre le démotique, alors qu'à l'époque, il servait aux étudiants vietnamiens à réapprendre le chinois. Reste que c'est une base très solide, car c'est un long poème composé dans la métrique typiquement vietnamienne du 6-8, un vers de 6, puis un vers de 8 pieds, avec syllabes, avec une rime intérieure et un paralysme des tons. Donc c'est vraiment le type même de la poésie vietnamienne, un long poème 6-8 qui comprend 3394 vers, et chacun de ces vers offre une définition du chinois, des termes chinois en nome. Alors, ces définitions sont rangées dans 39 rubriques thématiques: astronomie, géographie, morale, vêtements, logement, agriculture, étoffe, funérailles, musique, etc., etc. Voici par exemple la première page, c'est-à-dire ça c'est le premier folio après la page de titre qui concerne, comme vous le voyez, le chapitre sur la géographie, avec les mots qui sont, enfin les caractères, pardon, qui sont en gros et en gras à chaque entrée, sont les entrées en chinois, et juste après, en non gras, vous avez l'explication en démotique. Donc à chaque fois, c'est ça pour chaque mot. Donc voilà le système, et le tout compose un très long poème. Alors dans ce
recueil de 1641, les deux systèmes coexistent, à la fois emprunt phonétique global et puis assemblage phonéto-sémantique. Cela dit, je l'ai dit, 80% c'est de l'emprunt direct. Alors voici, j'ai fait juste un petit extrait, j'ai pris cet exemple qui se trouve évidemment dans le chapitre traitant de la vie rurale. C'est pas toujours très facile en fait à comprendre comment les choses sont faites parce qu'elles s'insèrent dans un poème complet. Mais vous voyez les commentaires là-haut. Donc ici en gras, j'ai repris la graphie ici. Donc Mukdong, la Che, Chanbor. Donc là, les Mukdong, parce qu'on veut le laisser en sino-vietnamien, sont les jeunes bouviers. Donc là, à chaque fois. Et puis ici, vous avez pareil. Donc Sonyan en gras. Et ensuite, là, ils ont formé carrément une phrase. C'est pas vraiment une définition. Les jeunes qui coupent l'herbe, ce sont ceux qui font paître les buffles. Donc on essaye de mettre le plus de mots possible. Mais ce qui est important pour nous, évidemment, ce sont les caractères. Ici, vous avez là. Ici, vous avez corps, par exemple. Et j'ai pris deux illustrations de l'emprunt direct qu'on voit très clairement ici. Jeune, mais prenons l'herbe, c'est le plus simple. Pour aller vite, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est très intéressant parce qu'on prend directement le caractère co, emprunt direct, alors que très vite, au 19e, on mettra la clé de l'herbe pour distinguer. Mais à cette époque-là, on ne le fait pas. Idem pour le caractère jeune, qui est assez intéressant d'ailleurs. On prend directement le caractère de la cérémonie, le qui veut dire à la fois che, lent, tardif, et qui veut dire aussi che, jeune. Mais on n'utilise pas encore le caractère complexe, où on va rajouter la notion de petit de manière à éclaircir le sens. Donc, au XVIIe siècle, on en est encore en fait beaucoup à l'emprunt direct. Et en lisant un peu ce dictionnaire-là, qui n'est pas toujours très facile à comprendre d'ailleurs, parce que la langue est ancienne, eh bien, on s'aperçoit que l'emprunt direct est censé suffire à comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce dictionnaire comporte deux courtes préfaces qui ont été étudiées bien avant moi par Keith Taylor et maintenant par John Fan. Deux courtes préfaces qui permettent de passer un peu aux choses plus qualitatives sur la question du démotique. D'abord, il y a une préface en nome qui comprend 40 vers, et puis ensuite une préface en han, donc en chinois, courte elle aussi, mais qui est en prose. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux préfaces ne sont pas des traductions, c'est-à-dire qu'elles sont différentes. La préface du dictionnaire en nome parle de la question du nome, du démotique, tandis que la préface en han, en chinois, elle n'en dit pas un mot, et elle traite en revanche de la question de l'écriture en général. Alors que dit la préface de ce livre en écriture vernaculaire? La préface en écriture vernaculaire de ce livre, pardon. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle commence par justifier le nome, le démotique, en le rattachant à une des 6 écritures, donc l'uktu en ancien vietnamien, du chinois, les 6 écritures définies en Chine depuis les Han, donc exactement à la fois ce qu'on appelle l'écriture de la forme son, donc le Xin Cheng, si je prononce pas trop mal, c'est-à-dire l'alliance d'un élément sémantique et d'un élément phonétique, comme on vient de le voir. C'est une opinion très paradoxale que celle de ce préfacier du dictionnaire, parce que précisément dans son dictionnaire, cette forme-là n'apparaît que dans 20% des cas à peine. Mais c'est celle-là qu'il met en avant. Et pourquoi est-ce qu'il l'avait à l'avant? On s'aperçoit que c'est parce qu'il suit une stratégie qui consiste à présenter le démotique, le vernaculaire, comme une écriture ordinaire, qui appartient au système des écritures du chinois. L'écriture démotique, dit-il, n'est pas étrange. Elle n'est pas étrangère aux écritures de l'Empire, elle est au contraire parfaitement intégrée dans le système général des écritures reconnues en Chine depuis des siècles. Il affirme, le préfacier d'ailleurs, que le nome est une manière de, je cite, domestiquer le Sud. C'est l'expression qu'il emploie. En gros, de faire rentrer ce Sud, donc le Vietnam, dans la grande civilisation lettrée des caractères chinois. Aussi bien, cette préface en nome n'est pas une apologie de la langue et de l'écriture locale en tant que telle. Elle n'est pas non plus une valorisation du vietnamien en soi. Elle n'est pas une défense d'un système d'écriture alternatif au chinois. Elle fait l'éloge de l'écriture vernaculaire, certes, mais en tant que cette écriture vernaculaire ou démotique constitue une extension, que je dirais technique, des caractères chinois. L'auteur de la préface ne veut pas mettre en avant les caractères originaux de l'écriture vietnamienne de la langue, il veut à l'inverse souligner que le nome et le han sont de la même famille et que le nome appartient de plein pied au système linguistique de l'Empire. Donc, le préfacier ne veut pas rompre, mais au contraire se rattacher au système des écritures chinoises, ce qui est assez intéressant comme position, parce qu'il le fait sur la base de 20% de son dictionnaire. En réalité, tout dit le contraire.
Mais lui, c'est la stratégie légitimatrice qu'il poursuit. Bon, celui dans la suite de sa préface, en fait, à la fin, quand il commence à aborder les emprunts phonétiques, on pourrait s'attendre à ce qu'il les condamne. Non, pas du tout, il passe très rapidement sur les emprunts phonétiques en disant que c'est une manière de faire du nome, oui, c'est quand même 80%. Il en mentionne l'existence rapidement en disant que ça ne nécessite aucune explication, car ces caractères nomes faits d'emprunts phonétiques se comprennent, dit-il, intuitivement. En bref, donc, notre préfacier défend les deux types de notation avec une préférence pour le phono-sémantique, qui est plus clair, dit-il, et qui constitue surtout le point d'accroche à la Chine. La suite de l'histoire, c'est que les caractères phono-sémantiques, donc les assemblages, sens et son, vont se développer. Ce sont eux qui vont grandir dans le lexique, mais pas tant que ça d'abord, et tardivement, au XIXe siècle. Par exemple, les éditions du XIXe siècle du roman Kim Van Kyo, le roman de Kyo que tout le monde connaît, normalement, sont encore composées à presque 80% d'emprunts phonétiques directs. Donc, je rappelle ça parce qu'en fait, c'est toujours les autres caractères assemblés qu'on met en avant parce qu'ils sont plus drôles et plus presque cocasses parfois. Mais en réalité, ce n'est pas la manière essentielle de faire le nome. Le démotique en tant que grammaire, maintenant, parce que justement, on parle souvent du lexique et des termes. Mais en réalité, et ça c'est la pratique de l'épigraphie qui nous l'apprend, à mon avis, le démotique, ce n'est pas tant le lexique que la grammaire. Je crois qu'on n'y prête pas assez attention, alors que c'est pour moi le marqueur essentiel. Comme vous le savez tous ou presque, la grammaire vietnamienne est, disons, inverse de la grammaire chinoise, puisque en vietnamien, on a d'abord le déterminé, puis le déterminant, alors qu'en chinois, c'est évidemment l'inverse. Alors, si on peut adopter ou adapter des vocables étrangers assez facilement, en revanche, c'est évidemment beaucoup plus dur pour la grammaire. Et c'est là où on arrive à des constructions plus compliquées. En voici une, mais il y en aurait beaucoup d'autres. En haut, par exemple, qui est un extrait, vous voyez que ce sont simplement des inversions. C'est comme on dirait la bleue maison ou la maison bleue. Ici, en l'occurrence, prenons tout simplement le premier. On trouve très souvent en vietnamien, je le prononce en sino-vietnamien, pardon, bi-tek au lieu de tek-bi. Donc ça va pas loin, mais ça choque une oreille, ça va pas très loin. Quand il y en a deux encore, on les comprend. Ou le deuxième aussi, on le comprend très bien quand on a traduit mot à mot en vietnamien. Hong Chong le mari pour Nguyen Phu, Phu Nguyen. Donc ça, c'est quand même assez compréhensible. Et c'est une inversion qui est encore très simple. Néanmoins, c'est de la grammaire. Cela dit, plus bas dans le texte, en voici un exemple parmi mille. Quand on a une phrase un peu compliquée, qui commence en rouge ici et qui se continue là, et que j'ai retapé ici, là, franchement, si on n'a pas le vietnamien pour faire une traduction mot à mot, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir. Et encore, vous voyez, il y a encore 6 ou 7 caractères, mais quand vous avez une phrase entière où vous avez en fait du chinois donné dans la grammaire vietnamienne, alors on a un texte qui est finalement en démotique. C'est pourquoi je propose de considérer comme démotique toute forme en fait grammaticale qui est du vietnamien, avec un argument assez simple, c'est qu'au bout du compte, c'est incompréhensible en chinois, alors que c'est transparent pour un vietnamien. À partir de là, il me semble que c'est du démotique, même si aucun des mots n'était en nome, aucun des caractères n'était en nome, ça suffirait à faire du démotique. Mais là, on a toujours un petit peu qui sont en nome, ou des exceptions, qui sont parfois en nome. Par exemple, hua, ici, qui sert toujours pour dire char en vietnamien. Ça, ce sont des exceptions. Donc ça, moi, je considère ça, disons, l'ordre des mots me semble être un démotique. Et pour le haut, c'est pour ça qu'il y a une manière aussi de considérer le démotique, et qui est en fait la mienne, enfin celle de notre équipe vietnamienne, qui est que, par exemple, ici, je reprends un exemple très simple. Évidemment, je pourrais le lire en sino-vietnamien et le lire bi-tek, et comprendre que ça veut dire la stèle en bière. Mais en fait, en vietnamien, bi-tek, ici, il veut dire bi, c'est bia, et tek, c'est da, et donc c'est biada directement. En réalité, ce qu'il faut faire quand on rencontre ce vocable dans un texte, la grammaire est inversée, donc ce n'est pas du chinois. C'est du vietnamien. Et si la grammaire est inversée, alors il faut que je le lise à la vietnamienne. Il ne faut pas le lire bi-tek, il faut le lire directement biada. C'est du nome à traduction automatique au moment où on le lit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est encore un des endroits où se niche le démotique dans un texte, c'est-à-dire qu'il suppose à la lecture une traduction directe dans la langue vietnamienne. Je vois bien qu'il y a marqué bi en sino-vietnamien, mais il faut le lire bia. Je vois bien qu'il y a marqué tek, mais il faut le lire da. Et il faut donc dire biada. Et quand on a une phrase entière, elle devient transparente en vietnamien, pour peu qu'on fasse cet effort de traduction automatique au moment de la lecture. C'est d'ailleurs ce que le préfacier du dictionnaire de 1641 appelait la compréhension intuitive. En fait, il n'avait pas tort. Pour ce qui est du devenir du nome,
aux époques postérieures. Je commence par dire en fait, quelque chose qui m'apparaît comme une étrangeté. C'est qu'en réalité, quand on y réfléchit, cette écriture démotique ou vernaculaire, des textes longs, parce que les petites occurrences comme ça c'est facile, mais l'écriture vernaculaire sur des phrases ou des textes longs, en fait, est très rare sur les stèles villageoises. Elle est même quasi inexistante, à part l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et elle est également très rare dans les documents de la cour, à part à la fin du XVIIIe siècle pour des raisons politiques particulières. Autrement dit, et pour le dire même un peu trivialement, l'écriture en chinois se trouve en bas et au milieu de la société. On écrit en chinois dans les villages, on écrit en chinois classique à la cour, et l'endroit social où se loge l'écriture démotique, c'est au milieu, c'est-à-dire les lettrés, et je dirais même les lettrés en marge du mandarinat. Les lettrés qui n'ont pas toujours été jusqu'au bout des examens ou qui ont arrêté assez tôt. Mais d'ailleurs, c'est le cas de Yuan Dingqiu, dont j'ai présenté tout à l'heure le Louk Vantien, le premier poème encadré de motifs historiés. Donc en fait, le démotique, paradoxalement, est utilisé par la frange lettrée et peu administrative de la société, mais pas le peuple et pas la cour. Donc c'est déjà assez étrange en réalité, parce qu'on aurait pu croire franchement l'inverse, que le démotique soit utilisé comme langue nationale pour mettre en avant les caractères nationaux, ou par le petit peuple pour dire sa propre langue. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sûrement pour ça que le démotique ne s'est pas développé. En tout cas, ce démotique, et on aurait du mal à le dire populaire, malgré, on va dire de vernaculaire, il n'est pas socialement populaire, c'est le moins qu'on peut le dire. Et là, l'épigraphie est le meilleur des moyens de mesurer la chose. Donc, ce n'est pas un langage populaire, mais incontestablement, par contre, il est national. Et c'est là où, justement, le devenir du caractère nou va être important. Un énorme effort a été fait à partir de la moitié du XIXe siècle par un empereur lettré qui s'appelait Tuduk, qui a pris en main, faute de pouvoir faire de la politique dans le contexte, il a pris en main la question de l'alphabet, enfin des caractères nationaux, et il a voulu normer, rentrer dans un lexique et dans un système, la fabrication des caractères démotiques. C'est le recours systématique, le caractère de la bouche, juste avant, pour signaler au lecteur, attention, ce caractère est un caractère démotique. C'est le recours systématique aux créations de caractères par alliance du sens et du son, et donc la création finalement d'un stock complet de nouveaux caractères nomes. Mais ces caractères n'ont jamais finalement eu beaucoup de prise. D'abord parce que je crois que ce n'était pas une bonne idée, dans la mesure où le nome, on vient de le voir, il est profondément phonétique. L'emprunt direct de l'homophone ou du quasi-homophone, c'est 80% du lexique, c'est la manière paysanne de faire, et c'est la manière logique de faire, parce que l'emprunt dépend de la région dans laquelle on parle le nome. Vous savez, par exemple, je fais une petite parenthèse, qu'il y a une très grande polémique sur l'histoire de le roman Kim Van-kyo, où on recherche les caractères nomes en disant « mais pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là, ils sont différents ?» Mais il y a une raison simple à cela, c'est que l'auteur, Nguyen Du, était un homme du centre au Vietnam et qui a vécu à la capitale. Il employait donc deux systèmes phonétiques du démotique, du vernaculaire. Le nome de sa région, quand il parlait le vietnamien avec son accent régional, qui est très fort, et puis le nome de la capitale, quand il parlait le vietnamien avec l'accent de la capitale. Et donc les parties phonétiques sont différentes à chaque fois. Donc son système est complexe et il est dual. Même dans le grand poème en nome du Vietnam. Il est dual parce que la prononciation de cet homme-là était duale aussi. La force du démotique était de s'adapter à la prononciation locale. Si on le norme depuis la cour, comme a voulu le faire l'empereur Tuduk, alors le système ne marche plus parce qu'il ne répond plus aux besoins des gens des provinces. Si vous vouliez prononcer un A et on vous impose un O, votre caractère nome n'a plus aucun sens. Donc c'est une des raisons pour laquelle la volonté de normer le démotique par la cour, à mon avis, a été la cause de son échec. La seconde cause est beaucoup plus évidente, c'est qu'au moment où l'empereur Tuduk se met à ce travail de lexicographie, c'est la puissance coloniale qui débarque en 1858 à Da Nang, et à ce moment-là, les Français arrivent, c'est la colonisation. Il y a franchement autre chose à faire que de s'occuper des lexiques de démotique. Ensuite, je vais rapidement, c'est la déliquescence des milieux mandarinaux, c'est la fin du mandarinat, la fin des concours de recrutement, les lettrés qui changent de vie, un bouleversement social et culturel et même de civilisation au Vietnam qui fait que là encore le nome n'avait aucune raison d'être ressuscité, d'autant qu'il se fait doubler par un autre instrument quasiment comparable dans le fond, qui est l'écriture romanisée, mise au point milieu XVIIe siècle par les missionnaires,
qui n'a pas été très connu, qui est resté confiné aux communautés catholiques jusqu'au XIXe siècle. Au moment où les Français arrivent, c'est une autre histoire. Il est porté non seulement par les Français qui veulent couper le Vietnam de la Chine, mais aussi par le mouvement national, nationaliste d'abord, communiste après, qui ont vu un excellent moyen de modernisation et de traduction d'ouvrages étrangers. Et donc, au moment, si vous voulez, où politiquement le démotique aurait pu être utilisé, il ne l'est pas, parce qu'il n'y a plus le milieu lettré pour le faire, d'une part, et puis il y a le romanisé qui va être la grande affaire de la linguistique vietnamienne au XXe siècle. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, le grand débat a été sur l'écriture, donc en Quoc Ngữ, donc en vietnamien romanisé. Alors, il me semble que, ensuite, sur la politique... Je suis un peu en retard, ça va ? Sur la question des écritures en chinois, enfin que ce soit le nome d'ailleurs ou le chinois, a été ensuite évidemment tributaire de la guerre au XXe siècle, vous en doutez, avec ses rapports un peu compliqués vis-à-vis de la Chine. Si tout va bien au moment où le Vietnam est encore très maoïste, jusqu'en 1965, date ronde, après les choses se gâtent évidemment, jusqu'à la guerre de 1979, pour rappel. Donc ce Vietnam devenu indépendant, communiste mais indépendant, c'est d'autant moins occupé de ses affaires anciennes que, évidemment, le chinois n'était pas forcément bien vu. Alors, on a travaillé sur le nome, évidemment, au sein de l'institut qui s'appelait le département Han Nôm, qui a été créé en 1970 et qui dépendait du comité des sciences sociales du Vietnam, devenu aujourd'hui l'Académie. Donc ça, c'est 1970, donc déjà assez tardivement, comme le voyez. Auparavant, il n'y a aucun institut qui s'en occupe. Et ce premier département est devenu l'Institut Han Nôm en 1979, qui existe encore aujourd'hui, qui sont nos partenaires de tous les jours. 1979, c'est la guerre avec la Chine. Donc la position de tous les lettrés et des intellectuels vietnamiens a été un petit peu compliquée, disons, depuis l'indépendance jusqu'à il y a 10 ans. C'est-à-dire que, bien sûr, que tout le monde, il y a des très grands savants, des très grands érudits, mais un peu gênés et pas toujours très encouragés à travailler dans ce domaine. Et là encore, ça n'a pas contribué non plus au renouveau, du moins à la consolidation des études sur le démotique, ou même tout simplement sur le chinois. Alors, travailler sur le nome, je l'ai dit, était un peu plus facile politiquement. C'est pourquoi on l'a fait dans les années 1980. Il y a tout un discours de légitimation nationale, et donc légèrement anti-chinoise sur les bords, il faut bien le dire, à l'aide du nome. Seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez artificiel, puisque Han et nome sont indissolublement liés. Le nome seul n'a aucun sens, et pour comprendre le nome, il faut déjà connaître le Han. L'un suppose l'autre, et l'autre l'un. Autrement dit, c'est la quadrature du cercle, à la fois linguistiquement et politiquement. Alors, je crois, cette impossibilité de faire le tri, ce qui nous met dans une configuration très différente, par exemple, de la Corée, de faire le tri dans l'héritage linguistique entre le Han et le nome, vu la position finalement minoritaire du nome, qui a un peu compliqué les affaires, et qui a conféré au nome une place très ambiguë dans l'imaginaire contemporain. Alors aujourd'hui, les choses changent, heureusement. Et je veux dire un aujourd'hui qui date d'à peu près il y a 10 ans. C'est-à-dire que le Han Nôm connaît, on peut le dire, un véritable développement, un véritable renouveau partout, dans toutes les universités de province où je passe. Il y a un département de Han Nôm qui se crée. C'est notable, c'est à 10 ans, ce n'était pas le cas. Ceci est dû évidemment au contexte général, c'est-à-dire que la hausse du niveau de vie au Vietnam entraîne une hausse du nombre d'étudiants, enfin c'est tout à fait normal, mais aussi au fait tout simple que la politique au Vietnam tout simplement prend de moins en moins de place et que le Han Nôm a retrouvé, sa place naturelle, c'est-à-dire celle d'un instrument indispensable pour connaître l'histoire du Vietnam, toute considération nationale ou nationaliste mise à part. Le Vietnam redécouvre que le Han et le nome a été son latin jadis. C'est pourquoi je finis en clin d'œil à Jean-Noël, Robert, non, ça c'était, pardon, je vais oublier ce texte que je voulais vous montrer. Vous voyez en nome les deux premiers caractères, Toila, Famti, Kui, etc. Ça, c'est juste amusant, ça. Ce caractère qui veut dire habiter. En chinois, je le prononcerai normalement, en sino-vietnamien, je prononcerai U. Et les Vietnamiens l'utilisent pour dire c'est éloigné, hein. Mais il faut comprendre, c'est le contexte. Et je vais vous les montrer pour finir, voilà, c'est quand même ce petit dictionnaire qui est assez intéressant, puisque, comme vous le voyez, c'est une page de dictionnaire de Pignot de BN, avec du nome traduit en latin, et ça, quand même, ça vaut la peine. Vous voyez ici mais, la mère, formée avec le caractère de la femme et le caractère qui veut dire joli, qui se prononce mi. Voilà, donc dictionnaire quand même chinois, nome, latin, ça vaut quand même la peine. Et ça fait partie des nombreux dictionnaires que nous possédons pour étudier le démotique, mais qui commencent assez tardivement.
Pardon d'avoir présenté une communication un peu heurtée. Je croyais vraiment être en retard. Et je vous remercie de m'avoir écouté.